Bon bah salut à tout le monde. Alors je fais le live qu'il y ait du monde ou pas, hein. Ce qui m'intéresse c'est pas qu'il y ait du monde qui regarde en live, c'est juste d'avoir l'enregistrement. Donc je fais cette vidéo par rapport au débat en ce moment du dos rond, du portée de charge, tout ça. Je suis un peu chagriné d'avoir besoin de faire cette vidéo, vraiment. Donc je vais expliquer pourquoi. Euh, Parce que pour moi, la question, elle est vite répondue, c'est-à-dire qu'en fait, le débat qui a lieu en ce moment par rapport au port-charge, du dos rond, tout ça, je comprends même pas qu'on soit encore à ce niveau-là. Pour moi, ça fait bien longtemps que le problème, il devrait ne plus se poser et qu'on devrait être sur des questions plus intéressantes, plus importantes. Donc j'espère que là, je vais pouvoir montrer pourquoi la question, on devrait même plus se la poser. Parce qu'en fait, ça me gonfle de devoir répéter à des professionnels littéralement ce que je vais dire là, alors que c'est la base de notre boulot. Pour moi, ce n'est pas acceptable en fait d'avoir besoin d'expliquer ce que je vais faire là. Donc voilà, j'espère vraiment, c'est une claque hein, que je donne, c'est pas là, j'y vais pas à la pichenette. Si vous êtes des professionnels, que vous regardez cette vidéo et que vous apprenez un truc, il y a un problème sérieusement, hein. Voilà, là, je suis énervé en fait quand je fais cette vidéo. Je vais essayer de me contenir, mais je suis vraiment énervé. Je suis énervé d'avoir besoin de le répéter systématiquement. Donc, je remets le contexte très rapidement parce que ça a été abordé beaucoup là les derniers temps. Donc, vite fait, on a un livre de Frédéric Delavier où Frédéric Delavier dedans explique, selon lui, à quel point la morphologie est importante dans les performances et serait un indicateur majeur, très très important en tout cas, pour la prévention des blessures. À ça, une vidéo de la tronche en biais, où Gaïs de Geek and Fit, Mathias Soulol, qui est un préparateur physique exceptionnellement bon, qui donc disent bon bah la science semble montrer que les leviers et la morphologie, c'est peut-être pas le point le plus important, ça n'a pas l'importance que Frédéric Delavier veut y donner. Et voilà, à partir de là, ça part en cacahuète. Frédéric Delavier s'emballe comme à chaque fois. Voilà. Donc pour le cas de Delavier, je vais pas refaire tout le truc parce qu'en fait, ce mec n'est pas capable de faire la distinction entre une découverte scientifique et sa propre intuition. Et une intuition. Donc à partir de là, ça sert même pas à grand chose de déblatérer sur Frédéric Delavier directement. Je vais pas en reparler. Je rebidouille juste le téléphone. Maintenant, donc la question, globalement, qui agite un peu tout le monde, c'est est-ce qu'on peut porter dos rond ou pas. Donc là, il y a eu une vidéo très complète de Pierre-Élie Bernard sur la chaîne Les Chroniques de la douleur, qui fait le point sur ce que la littérature scientifique dit. Je ne vais pas la refaire non plus, ça a été expliqué, c'est très clair. Ça peut évoluer. En l'état, il partage l'état actuel de la connaissance qu'on a maintenant sur ce sujet-là. C'est plutôt bien fait, donc allez la regarder. Et beaucoup de gens, ils sont arrivés et ils ont dit oh là là, mais on peut pas porter très lourd et dos rond, c'est pas comme ça qu'on doit porter. Toutes les écoles d'haltérophilie, de force athlétique, tout le monde le dira, les pratiquants le disent, les maçons le disent. Alors les maçons, je sais pas depuis quand ils sont qualifiés pour parler de science par rapport à comment il faut porter. Ils portent, oui, mais ça veut pas dire qu'ils sont qualifiés pour discuter de statistiques sur les blessures et tout ça. Donc tout ça, les gens regardent un petit peu l'environnement, ils tirent des conclusions à partir de ce qu'ils voient, et puis voilà. C'est pas ça la science, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc la question, est-ce que la technique optimale, c'est de porter dos rond? Personne n'a jamais dit ça. Je crois pas que Gaïs ait jamais dit il faut absolument que vous arrêtiez de faire des soulevés de terre en essayant de contrôler un minimum votre hachis pour pouvoir porter lourd. Et il a jamais dit faites des flexions maximales de la colonne lombaire, du rachis lombaire pour porter lourd. Pierre-Élie Bernard a jamais dit ça. Personne n'a jamais dit ça en fait. C'est complètement con, c'est un homme de paille. Et ça me gonfle de voir des coachs qui arrivent et qui disent ouais mais non mais on peut pas porter de rond. Mais putain mais les gars vous êtes cons ou quoi? On n'a jamais dit ça. Donc détendez-vous, euh, relisez la question. La question c'est est-ce que si on
garde le dos droit, on fait des anti-courbures, voilà, on maintient la lordose au niveau lombaire, est-ce qu'on a moins de blessures? Et la réponse, la science le dit, Pierre-Élie Bernard l'a très bien répertorié, c'est plus ou moins non, en fait. Et il y a plein de raisons à ça. Une d'elles, c'est que de toute façon, que tu essayes de contrôler ta lordose lombaire ou pas, tu fais de la flexion, plus que tu le veux. Donc déjà, de base, c'est complètement absurde, en fait. Il n'y a même pas de question. Le truc, c'est pas de dire, bah vas-y, mets-toi en flexion complète et porte un max de poids. On n'a jamais dit ça. Donc voilà, déjà, tous ceux qui répondent à ça, ouais, mais les coachs haltérophilie, mais les gars, on n'a jamais dit qu'il fallait faire n'importe quoi non plus. Donc bon, détendez-vous, il n'y a pas de sens. Maintenant, est-ce qu'il faut porter dos rond pour prévenir les blessures? Moi, c'est ça qui va m'intéresser aujourd'hui. Et encore une fois, je suis très triste et très énervé d'avoir besoin d'expliquer ce que je vais dire là. Parce que c'est très grave. Si vous êtes pro et que vous apprenez un truc là, c'est très grave. Parce que j'invente rien. Là, je suis pas en train de faire une découverte fabuleuse. Je suis en train d'expliquer les principes les plus basiques. Je vais expliquer les principes les plus basiques de la physio et ce sur quoi repose la totalité de ce qu'on fait maintenant en termes d'entraîneur, musculation, sportif, réhabilitation. Donc si vous ne comprenez pas ça, il faut arrêter, en fait. Il faut faire autre chose. Il faut faire maçon, j'en sais rien, mais il faut faire autre chose. Donc la première chose, la blessure. La blessure, elle se produit quand les contraintes sont supérieures aux capacités. Hop, la contrainte, elle mange la capacité. Tout se passe bien, il n'y a pas de blessure, quand la contrainte, elle est inférieure à la capacité, et que la capacité, elle peut englober complètement la contrainte. Quand t'es kiff-kiff, bah, au bout d'un moment, ça finit par être compliqué. Donc ça, c'est la base, en fait. Il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de science, enfin voilà, on peut argumenter ce qu'on veut, il n'y a pas de discussion. C'est les lois des matériaux en mécanique, en biomécanique, en ce qu'on veut. Il n'y a pas de mystère. Ça s'applique à la psychologie aussi. Si tu excèdes ta contrainte adaptative au niveau psychologique, et bah, ta capacité adaptative au niveau psychologique par des contraintes trop fortes, bah, tu crées un traumatisme, et voilà. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Pour éviter les blessures, on a deux axes. On réduit les contraintes. Donc ça passe par exemple, la technique. Ça passe par j'en sais rien, dans le milieu du travail, changer les postes de travail quand il y a besoin, de faire des trucs ergonomiques. Voilà, il y a plein de manières de réduire les contraintes. Ça passe par avoir moins de stress, par exemple, si je dors pas bien, avoir moins de stress à ce niveau-là, donc la récupération, tout ça. Et la deuxième chose, c'est l'augmentation des capacités. Donc on a la réduction des contraintes d'un côté, l'augmentation de la capacité de l'autre. Si on arrive à réduire suffisamment les contraintes et augmenter suffisamment les capacités, il n'y a plus jamais de blessure. En soi, c'est facile. Si c'était si simple, on aurait tout résolu depuis longtemps. S'il suffisait de changer la technique, par exemple, pour qu'il n'y ait plus de blessure, il n'y aurait plus aucun problème de blessure de dos, il n'y aurait plus aucun problème de lombalgie, il n'y aurait plus d'accident de travail. Ça serait réglé, en fait. Donc c'est pas si simple d'arriver à ce résultat-là. Mais on sait comment... voilà, l'équation est simple. Je reviens très très rapidement sur un truc qui me gonfle aussi. La biomécanique, c'est pas juste des calculs de levier. Et là, encore une fois, Delavier, il me gonfle profondément. Quand il est là à dire oui, mais les lois des leviers et machin, oui, les lois des leviers, on peut pas y échapper, mais putain, un corps humain, c'est pas juste des leviers. Si on était au stade où un corps humain, c'était juste des leviers, on a un problème. Enfin, il y avait un problème à une époque, c'est qu'une girafe ne pouvait pas exister à partir de ça. C'est-à-dire qu'il y avait trop de leviers, sa tête était trop lourde, son cou était trop lourd pour son corps. Il y avait trop de longueur. Donc, un système biomécanique, on n'est pas vraiment... Enfin, même aussi bon qu'on soit, on n'est pas encore capable de totalement calculer les contraintes à un point donné, parce que c'est complexe en fait. Déjà, c'est des systèmes en tenségrité, donc il y a de la traction et de la compression qui s'annulent. Il y a des tissus de partout. En fonction de l'individu, il y a des différences. Je veux dire, c'est aberrant de voir qu'on serait juste sur des calculs de levier. C'est vraiment pas si simple.
Donc voilà, je voulais juste faire cet aparté parce que si on calcule les contraintes juste en termes de levier, bon, bah, c'est pareil, il faut repasser le diplôme là. Il faut changer de métier. Euh, donc, aujourd'hui, je vais m'attarder non pas sur la réduction des contraintes, mais sur l'augmentation des capacités. Parce que la réduction des contraintes, en fait, c'est plus du domaine de l'efficience, de la technique, propre à chaque mouvement. Un haltérophile, évidemment, il y a une technique qui est plus efficiente qu'une autre. Et il n'y a pas de discussion, encore une fois, là-dessus. Il n'y a pas de discussion. Pour porter une charge lourde, bah, il faut réduire justement les leviers au maximum pour qu'il y ait moins d'efforts si on peut, que la charge soit alignée avec le centre de gravité pour ne pas être déséquilibré. Enfin, il y a plein de principes qui sont basiques et que personne ne remet en question. Donc voilà, ça c'est du domaine du cadre sportif spécifique et on ne va pas y revenir dessus. L'augmentation des capacités, par contre, bah, c'est mon domaine au niveau de la mobilité, c'est le domaine du coach sportif en musculation, c'est du domaine de voilà, n'importe qui fait de l'entraînement, le kiné qui fait de la rééducation. Donc on me dit, il ne faudrait pas porter dos rond, parce que sinon on se blesse. Alors déjà, on va reprendre à la base de la base, un organisme vivant s'adapte. Si on n'est pas d'accord avec ça, encore une fois, il faut changer de métier. Un organisme vivant s'adapte aux contraintes. Ça, c'est un des principes les plus fondamentaux de la physiologie. Je veux dire, la loi de Wolff, ça fait très longtemps qu'on la connaît, la contrainte crée de l'os. Actuellement, il y a zéro discussion sur ça, en fait. Il n'y en a pas. Donc un organisme, il s'adapte, peu importe la contrainte. Ça peut être en positif, je crée du muscle, je crée de l'os, ça peut être en négatif, je n'ai pas suffisamment d'activité physique, je fais de l'ostéoporose, je fais de l'atrophie musculaire, et puis voilà. Il n'y a pas de discussion là-dessus. L'organisme s'adapte spécifiquement aux contraintes. C'est-à-dire, alors là je vais prendre plusieurs niveaux, si je fais de la musculation très lourde, je ne vais pas devenir exceptionnellement bon en endurance. Mon organisme s'adapte à ce que je fais. Si je fais du marathon, je ne vais pas devenir powerlifter. Il faut m'entraîner spécifiquement sur sur quoi je veux m'adapter. Je vais y arriver. Ça passe par de l'adaptation tissulaire. Tissulaire, donc tissu, je crée du muscle, je crée de l'os, je crée du tissu conjonctif. Mes os ne s'adaptent pas de manière globale à la contrainte. C'est-à-dire, je ne vais pas fabriquer de l'os dans toutes les directions. Ça consomme trop d'énergie de fabriquer de l'os dans toutes les directions et c'est pas fonctionnel. Donc quand je crée des contraintes, par exemple, mettons, j'en sais rien, je fais du sprint, il va y avoir certaines lignes de tension à l'intérieur du corps qui vont créer des adaptations dans la direction la plus optimale par rapport à ce que je crée comme contrainte pour faciliter l'économie d'énergie, pour faciliter par la suite la performance, voilà. Donc par exemple, en fonction de ce qu'on a pratiqué dans notre vie, on ne va pas avoir les mêmes lignes osseuses. Il va y avoir des renforts à certains endroits, exacerbés pour je sais pas, un haltérophile par exemple, que chez un karatéka on ne va pas avoir. Idem pour les tissus conjonctifs. On ne va pas avoir les mêmes quantités de tissus conjonctifs chez tout le monde. Il y a des côtés, il va y avoir des préférences. Peut-être moi j'ai plus de tissus conjonctifs sur baline qui me permet de mettre un kick à droite parce que j'ai plus travaillé mes kicks à droite. C'est voilà, c'est spécifique. Je vais avoir ce qui me permet d'économiser de l'énergie en fonction des contraintes que j'ai données. Donc les tissus s'adaptent aussi vraiment de manière directionnelle et spécifique. Ça peut être unilatéral plus que d'un côté. Les tennisman, on voit bien, ils ont les pecs plus développés d'un côté. Et si on analysait leur tissu conjonctif, je ne sais pas s'il y a déjà eu des dissections, ce serait intéressant, mais c'est certainement pas du tout les mêmes lignes qui sont renforcées au niveau des fascias, parce que c'est spécifique. Le problème, c'est qu'à un moment donné, si je charge tout le temps la même ligne de tension, j'ai un maximum que je peux atteindre en termes d'adaptation. Il y a un moment donné, il y a des lois de la physique qui font que je ne peux pas m'adapter indéfiniment. C'est pas possible. Il y a des maximums. On le sait par exemple, les bodybuilders,
bah, le bodybuilding naturel, il permet pas d'atteindre le bodybuilding sous stéroïdes. Il y a des raisons pour lesquelles les gars sont obligés de prendre des substances, c'est qu'il y a un maximum adaptatif. Bah, pour tous les tissus, c'est la même chose en fait. Il y a un maximum qu'on peut atteindre en termes d'adaptation. Si je charge tout le temps les mêmes lignes de tension, il y a un moment donné où je ne charge pas les autres lignes de tension, déjà, première chose. Donc les autres fibres dans mon corps, par exemple, ne sont pas chargées. Et à un moment donné, je ne peux plus m'adapter. Donc si je fais mon soulevé de terre tout le temps de la même manière exactement, il y a un moment donné, de toute façon, je vais atteindre un maximum adaptatif, ça c'est sûr. Le souci, c'est que quand je vais charger les lignes de tension, enfin les lignes à l'intérieur du corps, créer des lignes de tension qui sont différentes, je vais charger des nouveaux tissus. Je vais créer des lignes de tension dans les tissus qui sont différentes d'habituellement. Là, ça peut péter, puisqu'elles ne sont pas entraînées, celles-ci. Donc, quelqu'un qui est très très fort au soulevé de terre, dans la technique très très rigide qu'on lui enseigne en salle de musculation, et qui ne fait jamais rien d'autre, ça ne veut pas dire qu'il va bien survivre au déménagement. Son corps, il n'est pas forcément adapté à faire un déménagement où il va porter avec un dos tout pourrave, tout rond, et à moitié tout tordu, parce que le meuble, de toute façon, il ne te permet pas de tenir ça comme une barre, il n'y a pas de poignée. Et ben c'est pour ça que des fois, tu as des gars, ils sont super costauds, et puis ils finissent tout pété après avoir fait un faux mouvement qui n'existe pas. Il n'y a pas de faux mouvement, c'est juste que son corps, il n'est pas adapté à faire ce mouvement. Donc ça, c'est pour le tissulaire. J'espère que c'est clair. Normalement, je ne devrais pas avoir besoin d'y revenir, mais bon, je le fais quand même. Au niveau nerveux, euh, je donne l'exemple tout le temps du soldat. Ça viendrait à l'idée à personne de prendre un mec, de l'enrôler dans la Légion étrangère, de lui faire faire du footing et des pompes, et ensuite de le balancer en Afghanistan avec un couteau face à des talibans qui ont des AK-47. Là, on a un gros souci. D'accord ? On a eu un entraînement qui est pas du tout spécifique à la situation qu'il va rencontrer. Le mec n'a pas du tout été exposé aux situations, il a fait juste du footing et des pompes, il a une bonne condition physique, mais ça ne veut pas dire qu'il va pouvoir retranscrire ça sur le terrain. Donc il n'a pas été exposé aux situations qu'il va rencontrer. Il n'est pas équipé pour affronter la situation, donc là on revient sur les tissus. Si tu mets un mec comme ça de la Légion étrangère, tu le balances en Afghanistan avec ce type d'entraînement, il n'y a pas de souci, il va mourir très vite en fait. Et c'est pareil pour le corps, si tu n'exposes pas ton corps aux situations que tu vas rencontrer et que tu arrives mal équipé, il n'y a pas de question, tu vas te blesser en fait. Et là oui, il y a zéro, il n'y a pas de débat à avoir, c'est juste une question de temps ou de chance. Donc pour que l'entraînement il soit complet dans le sens prophylaxique, c'est-à-dire de chercher à réduire les blessures, il faudrait exposer les gens aux situations qu'ils vont rencontrer. Et ça passe par entraîner la colonne à porter dos rond, parce qu'à un moment dans ta vie, tu ne vas pas pouvoir porter tout le temps avec le dos parfaitement droit. Parce que la vie, c'est pas des barres de musculation. La vie, c'est des fois c'est des cailloux, des fois c'est des machines à laver, des fois c'est ta grand-mère, des fois c'est n'importe qui, et la vie, c'est pas tout le temps du dos droit. Donc en fait, c'est débile ce débat, parce que on le sait très bien, il faut exposer le système à l'environnement qu'il va rencontrer pour qu'il puisse s'adapter correctement. Pourquoi on est en train d'en discuter là en fait? Voilà. Donc au niveau nerveux, je peux pas espérer que mon cerveau il va s'adapter parfaitement à une situation qu'il n'a jamais rencontrée. Pour faire très simple, c'est impossible. Là, c'est de la lubie complète. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des apprentissages tout au long de notre vie et c'est parce qu'on est exposé à quelque chose qu'on peut y réagir correctement. On fait des stratégies d'essai-erreur et le but c'est que ces stratégies d'essai-erreur, on les fasse au maximum à l'entraînement quand il ne va pas y avoir de conséquences graves pour que le jour où j'ai besoin de réagir avec un maximum d'intensité et de vitesse et tout ce que tu veux, je puisse le faire efficacement, sans risquer de me blesser, et que je serai équipé aussi bien au niveau du logiciel qu'au niveau du matériel. Donc ça, c'est l'adaptation spécifique. Maintenant, on a l'adaptation progressive. C'est les deux piliers de la musculation. Donc voilà, je peux pas faire mieux en fait. L'adaptation progressive, ça nous dit quoi? Ça nous dit que le système, il s'adapte pas instantanément
à la contrainte, il s'adapte avec du temps et de la répétition. Donc il y a des délais. Un disque intervertébral, il s'adapte. Que n'importe quel gourou de musculation le veuille ou non. Ça, on a des imageries qui le montrent. Un haltérophile, il a des plus gros disques intervertébraux que quelqu'un qui pratique de la course à pied, par exemple, ou qui pratique rien. Les disques intervertébraux s'adaptent, les os s'adaptent, les tendons s'adaptent, tout s'adapte, en fait. Il n'y a pas de ça s'adapte pas. Donc à partir de là, c'est juste une histoire de temps. C'est-à-dire qu'un disque intervertébral, forcément, il ne va pas s'hypertrophier, même si on ne peut pas parler d'hypertrophie, mais si on compare par rapport à un muscle, il ne peut pas s'hypertrophier aussi vite qu'un muscle. Parce qu'il n'a pas autant de vascularisation, donc il se régénère beaucoup moins vite. Je n'ai pas de chiffre exact pour dire, je peux pas, je dirais peut-être une bêtise, mais sur une échelle de temps, un muscle, en quelques semaines, il peut avoir pris du volume. Là où un disque intervertébral, ça sera des années pour 2-3% peut-être, je sais pas. Le temps de régénération, le cycle est beaucoup plus long en fait, c'est pas le même ordre de grandeur. On sait un tendon par exemple, pour se régénérer, pour faire un cycle de régénération, il lui faut à peu près 8 semaines. C'est beaucoup plus court pour un muscle. Un muscle, tu fais des lésions, tu fais ton entraînement, tu fais de la muscu, une semaine après, tu peux repartir. Donc, moins c'est vascularisé, plus il y a de temps, plus on peut supposer qu'un disque intervertébral, oui, ça va être très long, peut-être plusieurs mois avant d'avoir un phénomène de régénération complet. C'est pour ça qu'une hernie, ça ne se résorbe pas du jour au lendemain. Ça marche pas comme ça. Mais quand ça se résorbe, ça finit par se résorber. Il y a une adaptation. Donc dire il faut pas porter d'oron parce que ça va abîmer les disques, encore une fois, c'est une connerie monumentale. Et je pèse pas mes mots en fait. Il n'y a rien qui permet de dire qu'un disque ne s'adapte pas. Le problème, c'est si tu fais quelque chose qui est trop haut par rapport à tes capacités. C'est pas le fait de dire que le mouvement il est pas bon ou que le disque ne s'adapte pas, c'est faux. Ce qu'on sait, c'est que le disque il va s'adapter progressivement à ce que tu lui demandes. Mais forcément, quand tu arrives dans un travail, je l'ai fait, j'ai travaillé à l'usine, tu arrives à l'usine, t'as jamais fait les mouvements qu'on te demande de faire, parce que par exemple, c'était un nouveau boulot et je devais porter d'une certaine manière. Et d'un coup, tu le fais 8 heures par jour avec des. Je portais des bobines, des fois de cuivre par exemple, elles faisaient 40, 50, 60 kilos. Et tu fais ça 8 heures par jour. Bah, forcément que j'ai mal au bout d'un moment. Parce qu'en fait, je passe de un boulot particulier où je fais des mouvements particuliers à un autre où je fais complètement autre chose et je le fais 8 heures par jour à une intensité que je peux pas doser. Ça peut pas bien se passer, ça. Mais dans le cadre de l'entraînement, c'est inacceptable quand on fait ça. Ça veut dire que s'il y a un coach qui est derrière et qui fait la programmation, à un moment donné, il s'est planté sur la programmation. Si t'en arrives à te léser à ce point-là, c'est qu'il a chié sa programmation. Ça, il y a une science pour ça. Et on maîtrise un petit peu quand même maintenant. Donc on peut pas dire il faut pas porter d'oron, on peut dire il faut pas porter d'oron à ton maximal de charge que tes tissus peuvent supporter, parce que ça oui c'est débile, mais par contre monter progressivement en charge au fil des mois, en dos rond, il n'y a pas plus de problème que porter en dos droit. Les tissus s'adapteront de la même manière et ton système nerveux s'adaptera de la même manière que les autres. Voilà. Donc en fait, là je suis arrivé pratiquement à la fin, on arrive sur les derniers points un petit peu de chipotage. On a des mécanorécepteurs dans les muscles, dans les tendons, dans la capsule articulaire. Si je n'expose jamais ces mécanorécepteurs à de la tension, si je les active jamais, ils vont s'atrophier aussi. Donc ça veut dire que si je rigidifie ma colonne tout le temps que je dis le dos de rond, il faut surtout pas le faire, jamais. Le problème c'est que mes mécanorécepteurs, ils vont disparaître plus ou moins. En tout cas, ils vont devenir moins performants, ils vont moins envoyer d'informations. Ce qui veut dire que mon cerveau va recevoir de moins en moins d'informations. Si par exemple on prend le rachis lombaire, mettons le multifeed, si je ne stimule jamais le multifeed suffisamment pour que certains mécanorécepteurs soient activés, petit à petit, ces mécanorécepteurs ils vont être
de moins en moins performants à envoyer de l'information jusqu'au jour où ils en envoient plus. Et donc le cerveau, il fait petit à petit avec de moins en moins d'informations. La seule solution possible pour entretenir un tissu, la science, il n'y a pas de débat là-dessus, encore une fois, c'est de l'utiliser. Si tu n'utilises pas une articulation, tu la dégrades. Si tu n'utilises pas un muscle, tu l'atrophies. Si tu n'utilises pas des mécanorécepteurs, tu l'atrophies. Si tu n'utilises pas des circuits à l'intérieur du cerveau, ils ont tendance à être supplantés par d'autres. Là, au niveau de la neuroplasticité, c'est un peu différent, mais on peut imaginer ça comme une espèce d'atrophie. Donc, si je ne vais jamais en dos rond, je ne peux pas être bon en dos rond. Et forcément, je vais me blesser. Et en fait, putain, c'est la base de l'entraînement. Je comprends pas qu'il y ait cette discussion. Maintenant, moi, ce qui m'intéresserait, putain, les coachs, c'est ok, on sait qu'il faut aller en dos rond, on sait que c'est compliqué, on sait que ça coûte de l'argent à la société, on sait que que ça crée des gens, le fait d'avoir des problèmes de dos qui sont dans la difficulté, voire au point des fois de se demander s'ils vont se suicider. Putain, mais c'est grave en fait. Moi, je suis sur des groupes pour voir un petit peu justement comment les gens parlent de ça. Les problèmes de rachis, c'est grave quand les gens, ça leur pourrit la vie. Donc putain, on n'est pas là en train de dire ça ne marche pas. On l'a essayé pendant 20 ans, on a essayé de dire il faut mettre le dos droit pendant les formations, ça ne marche pas. Donc maintenant on passe à la question suivante. La science, on sait comment ça marche l'entraînement, on sait que ça ne fonctionne pas, on passe à la suite. Et on dit, bordel, comment on fait pour entraîner les gens pour qu'ils soient aptes dans leur quotidien, dans leur vie au travail et dans l'entraînement, à ne pas se blesser, à s'entraîner intelligemment, progressivement, au fil des années, comment on modifie l'éducation nationale pour que ça puisse petit à petit créer des générations qui sont moins fragiles. Et c'est ça la question en fait maintenant, c'est plus est-ce qu'il faut porter dos rond ou pas en fait, arrêtez. Euh, les gars, vraiment, c'est pathétique en fait. Ou alors vous n'avez pas compris la question, ou vous n'avez rien compris au boulot. Donc voilà, je m'arrête là, j'ai terminé, je suis énervé. Euh, Delavier, je veux plus en... Voilà, il est rigolo, c'est un personnage touchant, il fait des jolis dessins, hein, on est tous d'accord, mais voilà, ça s'arrête là. Donc bah écoutez, au plaisir, voilà, c'était rigolo, n'hésitez pas à commenter si vous voulez que ça parte en débat, je vois pas où il y aurait besoin de débattre en fait, je pense que maintenant bah faut avancer sur le truc, juste, et puis proposer des solutions, discuter avec les meilleurs préparateurs physiques sur comment on entraîne un dos en dos rond, et non plus on évite le dos rond parce que c'est le diable. Ouais, allez, si je vais clôturer sur ça, faut à un moment donné qu'on comprenne là tous, il faut arrêter de blâmer les mouvements, il faut blâmer les capacités des gens. Et ça, c'est notre responsabilité en tant qu'entraîneur, en tant que coach, en tant que tout ce qu'on veut. Le problème, c'est pas le mouvement. Le mouvement, il émerge d'une situation. Le corps, il fait ce qu'il peut à un instant T. Donc le problème, c'est pas le mouvement. Le mouvement, c'est juste la conséquence de l'entraînement par rapport à la situation donnée. Ça sert à rien de dire il y a des bons, des mauvais mouvements, il y a des situations, des fois tu es fatigué, tu peux plus tenir la technique, tu es obligé de continuer tes mouvements, tu vas faire ce que tu peux. Bah, à ce moment-là, il faut que tu sois pas trop shitty, que ton corps soit pas trop merdique pour qu'il puisse supporter ce que tu vas lui infliger. Et puis voilà. Donc bah, faut peut-être penser moins être fort et être plus moins fragile. Voilà, je clôture là-dessus, je vous remercie et à bientôt. Je sais pas faire. J'arrive pas à l'éteindre.